Merci, monsieur le directeur général. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir monsieur Éric Orsena de l'Académie française, cette prestigieuse parmi les plus nobles institutions fondée en 1635 et qui est, comme chacun sait ici, à la fois homme de mer et peut-être plus encore visionnaire de la mer. Bonjour. Alors évidemment, je vais redire des choses, puisque le président, le directeur général ont parlé, tout ça. Alors, il se trouve que quand on est écrivain, c'est qu'on veut surtout vivre plusieurs vies en même temps. C'est désagréable de mourir, mais enfin, n'avoir qu'une seule vie, c'est insupportable. Alors je voudrais dire ou 5 casquettes que j'ai sur ma calvitie, ou 5 vies que je mène. D'abord, en tant que marin, amateur, mais amateur relativement poussé, et puis amoureux de la mer, je dirais enfin. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de la mer en France, mais étant donné l'atout formidable que nous avons avec notre littoral, on sent de plus en plus qu'un frémissement, et il y avait des gens qui ont porté cette ambition maritime française, souvent contre vent et marée, mais je dirais qu'enfin, nous nous sentons marins. La France était inframarine. Quelque chose me dit qu'elle est en train de devenir ultramarine. Et je salue monsieur le sénateur de Guadeloupe. Et donc, ça me fait un plaisir immense parce que quand même, parmi tous les mots français, il y a quand même ce génie de ne pas s'occuper de ses atouts. Première remarque. Maintenant, en tant que citoyen, et ce qui est très frappant, c'est que la mer est bonne pour la santé des terriens. C'est-à-dire que plus on navigue, moins, quand on revient sur Terre, on est bête. Et donc, en tant que citoyen, ce qui me passionne dans cette aventure des énergies marines, renouvelables, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on dit énergie marine, pourquoi est-ce qu'au fond, on rajoute renouvelable, puisque la mer, par définition, c'est renouvelable. On peut la polluer, mais c'est renouvelable. Ce qui me passionne, c'est que les gens participent de plus en plus. Et ce qui me passionne aussi, c'est que, avec ce qui est en train de se passer, de manière générale, avec la nouvelle dimension de l'énergie, c'est qu'on est passé d'une vision jacobine de l'énergie à une vision de plus en plus girondine. Parce qu'au lieu d'avoir un modèle unique de production et de distribution de l'énergie, il y a une multiplication des productions et des distributions d'énergie. Au lieu d'un système unique de Dunkerque à Tamanrasset, on a maintenant pour chaque ville et chaque région un mix énergétique complètement différent. Et on en voit de plus en plus l'exemple avec ces énergies marines renouvelables. C'est ça qui est très frappant et de plus en plus passionnant. Parce qu'il y a évidemment, on peut imaginer un destin global énergétique, mais en fait, il y a aussi un déclin régional et des territoires. Et ce qui me frappe, c'est que tout au cours du déjeuner, mais aussi au cours de toutes les rencontres que j'ai pu mener précédemment, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la mer, on parle des territoires. C'est par les territoires qu'on développe cette puissance gigantesque de la mer. Donc la mer n'est pas une idée générale, la mer est liée à une portion du territoire, parce que chaque territoire, chaque rivage est différent. Et ça me passionne. Troisièmement, en tant que juriste, ce qui se trouve que j'ai passé 20 ans au Conseil d'État. Alors, j'ai 2 remarques. La première remarque, et Monsieur le Président Oxiette en a parlé, c'est que trop de droit tue le droit. Et que si on multiplie les recours, on s'arrête. Donc, la démocratie, c'est parfait, bien sûr, mais trop de démocratie engendre l'impuissance. Première remarque. Et il y a des gens que ça amuse d'avoir des espaces impuissants. Il y a des gens que ça excite de geler une situation et de ne pas développer le pays. Première remarque. Deuxième remarque à l'inverse, quasiment symétrique, c'est que
trop de règlements, pour toutes sortes de bonnes raisons, engendre aussi l'impuissance. Alors ça m'amuse beaucoup de me dire qu'on emploie tellement d'énergie pour fabriquer des règlements. Vous imaginez ce qu'on pourrait économiser d'énergie s'il y avait moins de règlements. Et une sorte de rêve iconoclaste me prend d'avoir une sorte de fracturation de la ressource énergétique de l'administration française. C'est pour vous, monsieur le directeur général. Quatrièmement, en tant qu'économiste maintenant, vous l'avez dit, je ne répéterai pas, juste en résumé. Premièrement, ceux qui pensent une seconde qu'on va continuer à avoir au taux actuel, même déclinant, des subventions publiques, soit nationales, soit européennes, ceux-là sont dans le déni. Ça va décliner forcément. Donc il faut être, pardon d'employer un mot qui longtemps dans ma famille politique a été insupportable, voire la marque de l'extrême droite, c'est un petit mot qui s'appelle compétitivité. Donc si on n'est pas compétitif avec ces énergies marines, on restera comme au mieux des démonstrateurs et autrement des sortes de réserves sympathiques, mais qui resteront dans, vous savez, le small is beautiful. Et ça, première remarque. Deuxième remarque, il se trouve que je connais assez bien l'économie de l'agriculture, de plus en plus. On a des atouts dans notre agriculture française immenses. Je vais souvent en Asie, je reviens soit par le nord ou par le sud de l'Allemagne, et je compare les terroirs, chez nous et là-bas. Une des raisons majeures pour lesquelles les Allemands sont passés devant nous et largement dans le domaine des exportations agricoles, c'est la question de la capacité à construire des filières. Monsieur le directeur général, vous en avez parlé. S'il n'y a pas de filière, il y a des petits archipels. Les petits archipels, c'est sympa, mais relisez Horace et Curiace et vous verrez que ce n'est pas possible. Et il faut des liens. Pourquoi, vous l'avez dit vous-même, une question que j'ai aussi un peu regardée un peu en détail, pourquoi ça marche l'aéronautique? Parce qu'il y a des filières. Dernier point, on dit que les académiciens sont immortels. Je constate qu'ils ne sont pas éternels, mais enfin, voilà. Ce que je voulais juste vous dire en préambule de la conclusion, c'est que c'est vrai qu'on progresse, cher Jean-Louis. Et grâce à l'action reconnue dans le monde entier du syndicat que vous animez avec quel talent, quelle bienveillance et quelle compétence. Cela dit, vous ne trouvez pas que ça tarde un peu quand même, le développement durable? Donc, normalement, on pourrait pousser les feux pour qu'on entre un peu plus vite dans le durable. Parce que, et on en parlait au déjeuner, pour citer un grand maître qui a, je sais, une grande influence sur votre pensée, le développement durable, c'est très long, surtout vers la fin. Remarque pour vous, madame, de la Commission, il ne faudrait pas que, comme souvent en France, on considère qu'on est les seuls à inventer l'eau tiède. Et donc, qu'il y ait une mutualisation des expériences, on en a parlé au déjeuner, c'était passionnant, parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés, notamment dans l'Europe du Nord. Donc qu'on puisse mutualiser ces questions et ces, comme on dit, retours d'expérience, ça me semblerait particulièrement riche. Dernier point, je suis convaincu, et de plus en plus, au fur et à mesure que j'enchaîne les voyages, que la gestion, la bonne gestion de la mer a un avenir d'exportation, un avenir industriel de première grandeur. Et donc, cette dimension-là de capacité d'exportation, je pense qu'il faudrait l'expliquer à tous les industriels qui hésitent un peu à se lancer dans cette aventure. Merci beaucoup et à bientôt sur l'eau, salée.